En Thaïlande, on pense toujours qu'il y a des plages paradisiaques. Eh ben c'est vrai, c'est tout juste somptueux. Et alors, derrière la plage, là où les baigneurs en général n'osent pas trop s'aventurer, il y a des passages. Des passages qui vous emmènent très très loin, à la découverte de trésors. Comme ce lac, le lac de Khao Sok, peu connu, mais un choc vertigineux. C'est beaucoup plus haut que la baie d'Along, bien plus joli aussi. En Thaïlande, dès qu'on grimpe un peu dans les montagnes, les expériences sont croustillantes. Pour se rassurer, on peut dire que ça a un petit côté poêlé de crevettes. Et lorsque la nuit tombe, les étoiles sont plus nombreuses qu'ailleurs. C'est magnifique. J'étais excitée. Tu sais ce qu'on a oublié? Quoi? Faire un vœu. On m'avait dit que la Thaïlande était le pays du sourire. Ce n'est pas une légende. Le sourire est partout, sauf quand pour certains, le spectacle va un peu trop loin. Voir des éléphants qui jouent au foot, c'est pathétique. S'ils avaient le choix, ils ne seraient pas là, mais dans la jungle. Ici, la paix, la sérénité sont des valeurs en or. Et même en ville, la Thaïlande peut encore nous surprendre. À tous les niveaux. J'enlève les mauvaises herbes. Même au 7e étage, il y a des mauvaises herbes. Bah oui. Pour ma première étape, je décide d'emprunter l'un de ces passages que seuls les Thaïlandais connaissent. Ce lieu est très rarement signalé dans les guides. Je suis dans la région de Samroyot, à seulement 4 heures de route de Bangkok. Et pourtant, j'ai déjà l'impression d'être dans un roman de Jules Verne. Un petit côté voyage au centre de la Terre. C'est magnifique. Regardez ça. Un morceau de jungle sous des cataractes de pierre. Et là, derrière cette faille là, qui est comme un passage à travers le temps, regardez ça. C'est un lieu extraordinaire. Le pavillon royal de Kuakaroas. Il est là, dans le ventre de la terre. Il doit y avoir 100 mètres de roche au-dessus de nous. Dans ce relief dont on sent bien que c'est une sorte de longue lutte, de long combat entre la roche, l'eau, le temps. Et puis lui, il est là, tout délicat, apaisant, dans ce relief bouleversé. Ce lieu est tellement fort et en même temps tellement apaisant que même les rois viennent ici pour se recueillir. Vous savez que la Thaïlande est un royaume. Et alors si vous regardez bien là sur cette muraille,
il y a une sorte de dessin. En fait, ici, on dit un monogramme. C'est la signature d'un roi, de Rama V, qui a été faite en 2433. Alors, vous allez me dire, c'est une signature venue du futur. Non, 2433, c'est la date en année bouddhiste. Ça correspond à peu près à 1890. Et donc Rama V, c'est celui qui a fait construire le pavillon. Là-bas, vous avez la signature de Rama VII. Et puis Rama IX est lui aussi venu se recueillir ici, dans cet endroit qui est à la fois sobre et somptueux. En fait, la Thaïlande, c'est un pays dans lequel on a envie de se perdre, de s'immerger dans une nature qui est souvent comme ça, un peu envoûtante. Alors, pour découvrir les plus beaux paysages de ce pays, je vous propose de suivre les oiseaux, ou plus exactement une amoureuse des oiseaux. Elle s'appelle Rang, elle est photographe, et elle passe sa vie à parcourir les plus beaux endroits de la Thaïlande à la recherche de l'oiseau rare. Koh Phi Phi, Koh Ong, Krabi. Un chapelet d'îles d'une beauté et d'une richesse exceptionnelle au sud du pays. C'est son terrain de jeu préféré. Elle est née dans ce décor. Rong Ozu est photographe, spécialiste des oiseaux. Depuis une quinzaine d'années, sa passion l'amène à sillonner le pays. Et cette fois, elle a entrepris un nouveau voyage en diagonale du sud au nord de la Thaïlande. Pour moi, ici, c'est l'un des plus beaux endroits de Thaïlande. J'aime cet endroit pour ses couleurs, ses plantes luxuriantes sur les falaises. Ce sont des abris pour les oiseaux. Depuis que je suis toute petite, j'aime les oiseaux pour leur pouvoir de voler. Parce qu'ils peuvent circuler partout, en toute liberté. Ça me fascine. On dénombre ici plus de 200 îles, jaillies de la mer d'Andaman, qu'on ne peut atteindre que par bateau. D'immenses pitons rocheux, couverts de forêts denses et bordés de plages sauvages. Rong veut toutes les explorer, car chacune d'elles est un habitat potentiel pour une variété d'oiseaux. Et ici, certaines espèces sont particulièrement rares. Ici, on trouve des brèves de Guernet. Il y en a aussi en Birmanie. Et en Thaïlande, on en trouve seulement ici, à Krabi. Cette espèce d'oiseau est très rare. Il n'y en a que 13 ou 20 couples. On les photographie très difficilement. Je les cherche depuis longtemps. Je n'ai encore jamais réussi à les photographier. Mais je pense que je peux y arriver. Je serai très contente. Dans la végétation se dissimulent des grottes, des abris pour les oiseaux, mais aussi des refuges pour des hommes qui veulent s'isoler. Rong a entendu parler de moines qui ont creusé un temple dans la roche en hommage à Bouddha. Peut-être ils pourront l'aider. Bonjour, j'aimerais un renseignement. Je suis photographe d'oiseaux et je cherche la brève de Guernet. Vous savez où la trouver? Oui, tu vas en trouver. Il y en a qui logent par ici. Ils sont loin dans cette forêt. On les voit le soir ou très tôt, vers 5 heures du matin. Et ils viennent parfois manger nos bananes et même notre riz. Ils connaissent nos habitudes, mais ils ne font jamais de dégâts. Ce sont des oiseaux de paix. Dans la photographie d'oiseaux, il y a le plaisir de la traque. Depuis 2 ans, elle est à la recherche de cette brève de Guernet. Dorénavant, elle sait où la trouver et elle a un atout, une ouïe infaillible. J'ai reconnu son chant. Rong
est enfin récompensé. De Krabi pour aller à Phuket, il y a 2 solutions, le bateau ou la route. 5 heures de scooter pour rejoindre cette célèbre ville balnéaire, baptisée la Perle du Sud-Est. La compétition de chant d'oiseaux est un rendez-vous hebdomadaire, une tradition qui reflète bien ce lien particulier qui existe entre les Thaïs et les oiseaux. Et dans le sud, l'oiseau préféré, c'est le bulbul orphée. Le bulbul est l'enjeu d'un véritable sport national qui déchaîne les passions. La compétition dure 20 secondes, le temps que met un bol en argent troué pour atteindre le fond d'un bocal en verre. Aujourd'hui, la mise est de 1 000 €. Les oiseaux sont jugés sur la variation de leur gamme, la clarté de leur mélodie et leur endurance. Les propriétaires les encouragent comme des chevaux de course, pendant qu'un arbitre compte les fausses notes. La valeur d'un oiseau gagnant peut atteindre 10 000 €. Je n'aime pas voir les oiseaux en cage, mais j'aime bien cette ambiance. Et puis leurs chants sont tellement beaux. J'étais fiancée à un éleveur d'oiseaux, mais il était tellement passionné qu'il y passait tout son temps. Au point qu'il n'avait plus de temps pour autre chose. Finalement, on s'est séparés. C'est une passion dévorante. Sur la côte est, Rong a rejoint Noum, un ami photographe, lui aussi passionné par les oiseaux. La lumière est vraiment belle. J'aime cette atmosphère. Et toi, tu viens prendre des photos ici tous les jours? Oui, tous les jours. Tu as trop de chance. Talenoy, un lac piqueté d'araignées géantes. À l'heure où on entend les premiers oiseaux, les habitants des rives du lac se perchent sur leurs carrelets. Sur une échelle en bambou, dans un mouvement de balancier, ils remontent les filets avec le poids de leur corps. Pas de moteur, pas de bruit, pas de mouvement brusque. C'est une pêche silencieuse qui prend fin au lever du soleil. Ici, il y a 187 espèces d'oiseaux. La plupart sont des oiseaux marins. D'autres vivent dans les marécages ou les forêts des alentours. Des faucons, par exemple, ou des oiseaux migrateurs. J'ai voyagé partout à travers le pays pour photographier des oiseaux, mais je n'en ai jamais vu autant ailleurs. Ici, c'est vraiment l'abondance. Talenoy est une réserve naturelle ornithologique. Une étape aussi pour des milliers d'oiseaux partis de Sibérie et de Chine pour passer l'hiver au chaud, à Sumatra ou en Australie.
Photographier les oiseaux, c'est toujours un challenge. Il faut être patient, bien se positionner, trouver le meilleur angle. Certains oiseaux sont si petits qu'il faut se rapprocher au maximum, se fondre dans la nature. D'autres, au contraire, ont une si bonne vision qu'ils s'enfuient alors qu'on est encore très loin. Direction le centre du pays, 800 km plus loin, le golfe de Thaïlande, au sud-est de Bangkok. On va à Koh Kood, c'est la 4e plus grande île de Thaïlande. Les habitants de cette île vivent de la production d'huile de palme et surtout de la pêche. Là-bas, il y a plusieurs variétés d'oiseaux qui m'intéressent. Et puis les habitants sont gentils, c'est un peu mon île secrète à l'écart du tourisme de masse. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir cet endroit. Je pense qu'ici, c'est un des endroits les plus magiques que j'ai jamais vus. Toutes les îles aux alentours sont couvertes d'arbres, truffées d'oiseaux. Vous voyez l'aigle pêcheur à la poitrine blanche? C'est formidable. On a réussi à bien le voir parce qu'on est dans un endroit dégagé. Koh Kood, 23 km de large. Des plages bordées de cocotiers et des récifs coralliens exceptionnels. Et au nord de l'île, un village qui s'avance dans l'eau. Au cours de ses pérégrinations, elle en profite pour redécouvrir à chaque fois son pays. On pêche et on vend directement les poissons au village. On ne les conserve jamais très très longtemps. Dès que les bateaux arrivent, ils sont vendus ici sur l'acheté. Tous les poissons viennent du coin. C'est bien frais, j'adore. Et si tu manges ces crabes de Koh Kood, après tu n'auras plus jamais envie de manger d'autres crabes. Parce qu'il n'y a pas d'additifs. C'est ça, ici tout est naturel. Koh Kood est une petite île écolo où les habitants veillent attentivement sur leur cadre de vie. Ils ont trouvé des solutions pragmatiques pour protéger leur environnement. Où avez-vous collecté tout ça? C'est la consommation de plusieurs familles. Et qu'est-ce que vous allez en faire? On les vend à un bateau qui les emporte sur le continent. Ça permet au village de rester propre et aussi de gagner un peu d'argent. Les forêts tropicales humides recouvrent près de 80% de l'île. Un habitat de prédilection pour pas moins d'une 60aine d'espèces d'oiseaux. La rivière où je t'emmène était fréquentée autrefois par le roi Rama V. C'est pour ça qu'on a baptisé la rivière Klong Chau. À la saison des pluies, c'est rempli d'eau ici. Viens, on va passer par là. Les rochers sont beaux. Ils sont énormes.
Pour moi, c'est un défi de photographier ici certaines espèces comme le gobe-mouche à bec fort ou le martin pêcheur à coiffe noire. Pour finir en beauté, dîner à la cime des arbres. Dans le resort de Sonevakiri, une table est dressée dans un nid. Un cocon gourmand perché à plus de 10 mètres du sol. Le service est plus qu'à la hauteur. Oh, เยอะแยะเลย สีสวยนะ จัดสีสันสวย ดูดิ ทำไมฉันชอบที่นี่เหรอคะ J'aime bien venir ici parce que j'ai l'impression d'être à la hauteur des oiseaux. C'est merveilleux. Et c'est aussi un peu insolite. Je ne connais pas d'endroit comparable à celui-ci. La vue est exceptionnelle. Ici, je me sens comme un oiseau dans un nid géant. อยู่ในรังหลายชนิด นกเงือกเจอบ้างไหม Demain, Rong poursuivra sa route. Prochaine destination, le nord et la pointe septentrionale de la Thaïlande. En prenant la route vers les montagnes, au nord de Chiang Rai, Rong tombe sur lui presque par hasard. Au détour d'un virage, le Mékong, majestueux et sauvage. Fleuve mythique, il est aussi une frontière naturelle avec le Laos. Ici, c'est le triangle d'or. Avant, on y plantait de l'opium et les gens en consommaient beaucoup. Maintenant, ici, on cultive des théiers et les paysans arrivent à en vivre. La Thaïlande est vraiment le pays des oiseaux. On y dénombre 900 espèces, dont plus de 400 dans le nord. Vous savez, s'il y a autant d'espèces ici, c'est parce que c'est une région privilégiée pour les oiseaux migrateurs. C'est un endroit encore sauvage. Pendant ce voyage, j'ai déniché de nouvelles espèces que je n'avais pas encore photographiées. Mais ce n'est jamais fini. J'ai toujours envie d'aller plus loin, suivre les oiseaux. Au bout de la route, la falaise abrupte de Pushifa. À ses pieds, il y a une nouvelle promesse. Le Laos, sa prochaine aventure, quand les oiseaux de Thaïlande n'auront plus de secret pour elle. Et voilà maintenant la Thaïlande qui fourmille, qui grouille, qui vibre 24 heures sur 24. On est à Bangkok,
L'agglomération de Bangkok, c'est 14 millions d'habitants. Près du quart des Thaïlandais vivent ici. C'est vraiment très, très important. Et l'un des meilleurs moyens d'aborder cette ville, c'est le fleuve. Et un des bateaux caractéristiques de ce fleuve, c'est ceux qu'on appelle les longues queues. Voilà, il suffit de les regarder pour comprendre pourquoi ils s'appellent les longues queues. Et celui qui manie le mieux l'embarcation, c'est dingue. Et alors, moi j'ai toujours voulu savoir, parce que j'ai jamais eu la réponse, pourquoi ça a une longue queue comme ça? C'est quoi le principe? En fait, on installe l'hélice au bout d'une perche. Regarde, comme ça nous permet de la relever quand il y a des algues qui flottent. Et c'est beaucoup plus simple pour manœuvrer et éviter les autres bateaux. C'est un moteur de quoi, ça? C'est un moteur de voiture. D'un petit camion, en fait. De marque japonaise. C'est marrant, ça. Et c'est vous qui avez monté tout ça? Oui, bien sûr, c'est moi. J'ai monté le moteur moi-même. C'est sympa, non? On fait tout ça, nous, les bateliers. Et le reste de l'embarcation, c'est des planches en bois. Et ça fait combien de temps que vous naviguez sur le fleuve comme ça? Oh là, ça fait longtemps que je navigue. Des dizaines d'années. Depuis que je suis tout petit, en fait. J'ai arrêté l'école et je me suis mis à piloter des bateaux. Et ça passe, ça n'arrête pas. Ça arrive de partout, là. Bonjour. Et ça discute entre bateaux. Et ça n'arrête pas, hein. Il y a un monde fou sur ce fleuve. Oui, t'as raison. Le fleuve Chao Phraya, c'est l'axe de communication le plus vieux de la ville. Les Thaïlandais l'utilisaient bien avant qu'il y ait des voitures. Et aujourd'hui encore, s'il y a des embouteillages, c'est plus pratique et plus rapide de prendre le bateau. Le Chao Phraya, en français, le seigneur des eaux. C'est non seulement un axe historique, une ligne de vie, mais également le lieu de tous les exploits. Ce jour-là, nous tombons sur une course tout juste incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Dong me dit que ce sont des bateaux traditionnels, mais ils filent à toute vitesse. C'est comme s'ils volaient au-dessus de l'eau, alors qu'ils sont plus de 50 rameurs à bord. J'adore celui qui donne le rythme avec le tambour. Et 50 hommes, ça fait combien de chevaux? C'est marrant. Mais tu sais, plus il y a de rameurs, plus il y a de chevaux, c'est sûr. S'il y a beaucoup de rameurs, le bateau peut aller très vite ou très loin. Cette ville, Bangkok? Oui, j'aime Bangkok. C'est ma ville. Ici, il y a vraiment toutes les opportunités. Tu y trouves du travail. Il y a une super énergie ici. Tu trouves tout à Bangkok. C'est le centre de tout. C'est notre capitale. C'est la ville de notre roi. Alors, le nom historique de la ville, c'est sans doute le nom de ville le plus long du monde. En Thaï, est-ce que vous le connaissez, le nom historique officiel de la ville? Oh là là, non. C'est un nom très long. Je ne m'en souviens pas en entier. Je me souviens seulement du début. Ça fait comme ça. Ville des anges, ville gigantesque, résidence du Bouddha d'Émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselé de 9 pierres précieuses. Ouais, Bangkok, c'est mieux.
Après cette balade sur le fleuve, je décide de m'enfoncer un peu dans la ville. Retour sur la terre ferme. Bangkok est une ville immense et la religion bouddhiste est partout. À Bangkok, il y a plus de 400 temples. Et l'un des plus anciens et l'un des plus visités, c'est celui-ci. C'est le Wat Po. Là, il est un peu plus de 7h30 du matin. C'est le meilleur moment pour le découvrir avant le grand flot des visiteurs. C'est chouette. Ça j'adore. Il faut se lever tôt, mais c'est le meilleur moment. Parce que vous voyez, vous êtes seul. Tout à coup, c'est le silence dans la ville, avec les petits oiseaux. Et puis des couleurs partout, de l'or qui scintille. Et une espèce de douceur, parce qu'il va faire très chaud dans la journée là. Une espèce de douceur dont vous avez envie de profiter totalement. Et c'est parfait. J'ai rendez-vous avec Anek. Il est moine et il me fait découvrir ce lieu étonnant, magique. Un temple de 9 hectares en plein cœur de Bangkok et qui abrite un des joyaux du royaume de Thaïlande. Le voilà, il est là, infiniment paisible, le Bouddha couché. Ce Bouddha, il dégage une... C'est au-delà de la paix, il est complètement relax. Je sais pas, il y a un truc incroyable. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que dans notre société, nous sommes exposés à une foule d'images. Mais on en voit très peu représentant la sérénité, comme ce Bouddha. Ce qu'on voit partout, ce sont des photos de publicité ou des scènes de violence dans les films. C'est pour ça qu'on est surpris quand on voit ce Bouddha couché pour la première fois. Lui, il n'a rien à vendre, rien à dire. Il est simplement face à lui-même, en paix. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens, vous avez raison, des gens qui sont tout simplement en paix, souriants, détendus, et qui n'ont que ça comme objectif. Mais c'est pas faux, j'ai jamais pensé à ça. Bouddha nous dit que si on retrouve le calme, on verra les choses plus clairement. On aura une meilleure maîtrise de soi et on pourra résoudre tous nos problèmes. C'est vrai qu'il a l'air bien, hein. Le Bouddha couché fait 43 mètres de long, 15 mètres de haut, et côté pointure, il lui faudrait des chaussures de plus de 3 mètres. Il attire des visiteurs du monde entier. Il est complètement recouvert d'or, mais juste recouvert. À l'intérieur, c'est du ciment. Du ciment recouvert avec des feuilles d'or. C'est un travail d'orfèvre. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment ils ont fait pour transporter cette gigantesque statue. En fait, les artistes ont construit d'abord le Bouddha et ensuite le pavillon autour. D'accord. Et il est couché pour exprimer la paix et le côté relax. Il est couché, mais c'est pas parce qu'il va dormir ou qu'il est fatigué. C'est plutôt une posture de bien-être total, de détente. C'est une méditation couchée pour nous encourager à méditer. Bangkok, dans mon imaginaire, ce sont les temples.
mais aussi la ville des canaux. Bangkok a longtemps été appelée la Venise de l'Est. Que sont devenus ces canaux? Il n'en reste plus beaucoup, mais un quartier a survécu, le quartier des Klong. « 6 heures du matin, l'heure à laquelle il glisse sur l'eau, en silence. Les habitants attendent les moines du temple voisin avec du riz, des légumes et un peu de viande. C'est la distribution quotidienne des offrandes. Quand ils finissent leur tournée, le jour se lève, alors seulement les Klong s'animent. Quartier Rama 5, au nord de Bangkok. Khe a quitté le centre-ville il y a 1 an pour s'installer ici. Elle a rénové cette maison de famille avec son frère. Ensemble, ils ont le projet d'y ouvrir un salon de thé. Je suis la 3e génération à habiter cette maison. Ma grand-mère était la première. J'aime vivre ici. Je suis née dans cette maison et puis je suis partie. Je suis heureuse quand je me réveille le matin. L'air est pur. J'ai tout ici, tout ce qui m'est nécessaire. Et puis, je n'ai plus à subir la pollution du centre-ville. Les canaux créent des liens. Ça change la relation entre les gens. À Bangkok, quand tu croises tes voisins, ils ne te disent même pas bonjour, alors que tu les vois tous les jours. 350 km de canaux sillonnent la capitale et relient le fleuve Chao Phraya à ses affluents. Jusqu'au début du XXe siècle, Bangkok était une ville flottante, bâtie sur des marécages. La plupart des canaux ont été comblés et transformés en rues, mais ceux qui ont subsisté sont devenus des petits mondes parallèles, authentiques, des villages au cœur de la métropole. Vous avez remarqué ? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas en ville. Les habitants accrochent des drapeaux à l'effigie de la famille royale. Jaune pour le roi, bleu pour la reine. Ça montre la fidélité des gens envers la tradition. On ne consomme plus l'eau du canal. Ces tuyaux que vous voyez acheminent l'eau potable qui vient d'un réservoir plus haut dans les Klong. Sur les rives, les habitants cultivent du basilic, des piments ou des légumes. Ils ont seulement besoin d'acheter de la viande au marché. En fin de matinée a lieu chaque jour le marché flottant. Les habitants du quartier ont l'habitude de faire leurs courses ici, en bateau. Comme dans le passé, c'est toujours le carrefour des petits commerces, des pêcheurs et des maraîchers des Klong. Quand on vit dans les Klong, on vénère l'arbre sacré. Dès qu'on en a l'occasion, on vient prier ici pour que l'arbre nous protège lors de nos déplacements en bateau. Si les habitants viennent l'honorer chaque jour, il n'y aura pas d'accident.
De nombreux temples ont été construits sur les rives, mais celui-ci est particulièrement original. Les statues de Bouddha ont été reléguées au profit de héros super puissants et donc super protecteurs. En Thaïlande, la religion bouddhiste permet toutes sortes d'extravagances pour attirer les fidèles. Le lieu le plus insolite est en sous-sol, au niveau de l'eau. Ici, les habitants des Klong font leurs vœux auprès d'un Bouddha au nombril généreux. Encore raté. J'y arriverai pas. Les Klong ont leur figure populaire, comme Oncle Thuy. Avant, je vendais des nouilles chaque jour de la semaine. Mais maintenant, je prends un jour de repos. J'en profite pour me lever à 6 heures et aller au marché acheter mes ingrédients pour la semaine. Je vends beaucoup de nouilles. J'en vends aussi beaucoup pendant les fêtes et surtout les funérailles. Oncle Thuy est présent à tous les tournants, tous les moments décisifs de la vie dans les Klong, aux funérailles, mais aussi aux naissances et aux mariages. Et puis chaque jour, à l'heure du déjeuner, qu'il pleuve, qu'il vente, il est à son poste depuis 30 ans. J'assaisonne à mon goût, enfin au goût de mes clients. Je connais les préférences de tout le monde ici. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est épicé, alors je ne mets pas de piment. Il y en a d'autres qui préfèrent quand c'est sucré. Ou si je me trompe, ils me grondent. Au croisement de deux canaux, la plus ancienne épicerie du quartier. Elles sont 3 sœurs à tenir l'épicerie. Leur grand-mère y vendait autrefois des légumes et du savon noir. Aujourd'hui, elles y vendent tout ce dont ont besoin les habitants des Klong. La plupart du temps, on livre du gaz et du riz. Ce sont des produits indispensables, les gens en ont besoin tous les jours. Dans les Klong, on vit simplement. On n'est pas très riche. On vit au jour le jour. Mais je n'ai jamais pensé à aller vivre ailleurs. Leurs clients ont l'habitude d'être livrés à domicile. Avec des drapeaux suspendus de différentes couleurs, ils indiquent ce qu'ils veulent. Rouge pour le riz, blanc pour le lait. Il faut vivre ici pour s'y retrouver. Il y a aussi toutes sortes de bateaux aux fonctions bien précises. Celui qui délivre le courrier, celui qui ramasse les ordures, et aussi celui de la Caisse d'épargne nationale. Depuis 1958, ce bateau-banque sillonne les Klong et collecte les économies de ses habitants. Bangkok cernée par les eaux. En 2015, la ville a connu les pires inondations depuis des décennies. Les conséquences d'une mousson excessive. Dans les Klong, le niveau de l'eau est monté de plus de 2 mètres. Les maisons ont été inondées et surtout leurs fondations ont été endommagées à cause des courants. Les inondations sont sa bête noire. À 81 ans, Tuk ne compte plus le nombre de maisons qu'il a dû remettre debout.
Touk a son équipe de charpentiers, tous des hommes de confiance. Ils ne font pas leur premier pas dans le métier. Le plus âgé a 93 ans. Le plus important dans une maison en bois sur pilotis, ce sont les piliers. Quand les piliers s'abîment, la maison s'enfonce. Ils ne sont pas indestructibles, ils ne durent qu'une vingtaine d'années. On a souvent ce problème d'enfoncement. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas savoir dans quel état sont les piliers sous l'eau. Sur tous mes chantiers, on travaille sans plan. Je travaille toujours à l'instinct. La nouvelle génération ne sait pas travailler le bois. Ils ne connaissent que le béton. Je suis peut-être vieux, mais j'assure. Quand il était petit, il passait son temps sous l'eau, à attraper à main nue des poissons dans les canaux. Aujourd'hui, son métier est toujours un jeu d'enfant. Somaï est chasseur de trésors dans ces canaux qui autrefois étaient des routes commerciales. Ah, c'est seulement une cuillère. J'en trouve parfois, et on peut quand même s'en servir. Je plonge depuis 10 ans pour chercher les objets de valeur. Ils proviennent des navires commerçants qui se sont échoués dans les Klong. Il y a de cela des siècles. Ensuite, je les vends chez l'antiquaire ou chez le marchand d'or. Ah, ça, c'est intéressant. C'est un plomb qui servait à peser l'opium. Ce sont des pots qui contenaient de l'opium. Et voilà une de mes plus belles pièces, un vase en céramique, bleu indigo. Une assiette en porcelaine, bleu indigo aussi. Les objets les plus recherchés sont les amulettes. Plus elles sont anciennes et plus elles valent cher. Mais il y a de la concurrence. Dès qu'un plongeur trouve quelque chose dans un coin, les autres rappliquent aussitôt. Les Klong sont des lieux à part. Les habitants y mènent une vie singulière. On y trouve aussi des êtres insolites. Des créatures peuplent ces eaux sombres. Somaï les frôle souvent quand ils plongent. À vrai dire ici, tout le monde les connaît. Avant, on ne voyait pas beaucoup de varans. Ils restaient dans les marais et les vergers. Mais avec l'urbanisation des Klong, on en croise de plus en plus. Ils montent sur les rives pour chercher à manger. On ne les aime pas trop. C'est un mauvais présage. Ils mangent les poules et les chats. La plupart des habitants ont dorénavant un chien pour éloigner les varans qui n'hésitent plus à pénétrer dans les maisons. Les enfants rentrent de l'école. La marchande de glace fait sa tournée. Fin de journée ordinaire dans le petit monde protégé des Klong. Vous avez remarqué, ici, il n'y a pas de digue, pas de mur. Nos maisons sont toujours ouvertes. Ici, on se sent libre, et ça, j'aime beaucoup.
Mon moyen de transport préféré dans Bangkok, c'est le SkyTrain. Un train hyper moderne qui file entre les buildings, à mi-chemin entre les rues encombrées et le ciel. Oui, là, tout à coup, il y a une sorte d'ouverture. Ça, c'est le poumon vert de Bangkok. C'est le parc Lumpini. Et c'est là qu'on vient le dimanche en famille. C'est là qu'on vient jogger, prendre un petit peu d'oxygène. Et dans le parc Lumpini, tous les jours, à 8h du matin et à 18h précises, se produit quelque chose d'étrange. Tout à coup, tout s'arrête. Plus rien ne bouge. La musique que vous entendez, c'est l'hymne national. Les Thaïlandais rendent ainsi hommage à leur roi. Passé ce moment suspendu, la frénésie reprend, comme si de rien n'était. Mais certains ont réussi à échapper au tourbillon en prenant de la hauteur. Alors ils sont tous là. Je vous présente au-dessus du building, tout en haut, la famille Chukit avec Madame Chukit. Hello, bonjour. Le fiston Chukit. Salut, bonjour. Et le papa qui est là-bas, qui jardine. Hello. Hello. Je vais essayer de pas marcher sur vos salades. Ah, une bonne main de jardinier avec de la terre. Il est quand même pas banal, votre jardin, là. Vous êtes au-dessus de combien d'étages? Ici, on est au 7e étage. Et donc là, vous êtes en train de faire quoi? J'enlève les mauvaises herbes. Parce que même au 7e étage, il y a des mauvaises herbes. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce jardin? Pourquoi vous avez un jardin comme ça sur un building au milieu de la ville? Vous savez, à Bangkok, il n'y a pas de cultivateur ni de culture. Et pourtant, c'est important. Moi, je voudrais qu'il y ait de la production agricole ici. Ce toit, à la base, ne servait à rien. Alors, je l'ai utilisé pour faire une expérience. Je ne le loue pas. On me le prête. C'est gratuit. Et ça me permet de développer ce projet que je trouve passionnant. C'est très intéressant à faire. Vous vous définissez comment? Vous êtes un jardinier des buildings? City farmer. City farmer of Bangkok. Tiens, regarde. Là, il y a des tomates. Et là, j'ai des haricots, des salades. Et là, j'ai mis des choux chinois. Et la terre, c'est vous qui avez tout amené ici? Oui, j'ai tout fait tout seul. Bon, j'ai été aidé par ma famille aussi. Et puis alors là, la ville. Vous êtes quand même bien placé, hein? Oui, j'ai beaucoup de chance. Et vous comptez coloniser tous les toits de Bangkok comme ça? Oui. Non. Je ne pourrais jamais faire ça tout seul.
Mais si ça pouvait se faire, ça serait vraiment génial. Un jour, on peut imaginer que les habitants de la ville vivent de façon complètement autonome, en autarcie, sans plus avoir besoin de la campagne. Non, pas vraiment. Mais imaginons Bangkok inondé, sans moyen de transport. Eh bien, grâce à ces toits, qui seraient tous cultivés, Bangkok pourrait avoir ses propres ressources. Vous savez, le prix des aliments augmente tous les ans. Donc je pense aussi à l'avenir de mon fils, parce qu'il grandit. Maintenant, il sait planter des légumes. Alors ça me rassure de penser qu'il aura toujours de quoi manger. Il n'aura pas d'angoisse d'argent. C'est ça surtout qui me rend heureux. Et puis alors, moi j'adore cet endroit parce que là on sent la nature comme ça, c'est apaisant. Et puis juste là en bas, vous avez le brouhaha de la ville. Et le mélange des deux, c'est quelque chose de nouveau en fait, c'est une drôle de sensation. Oui. Là-bas en bas, c'est la vie à toute vitesse. Ici, c'est plus calme. C'est la vie au ralenti. Alors quand la nature et l'homme jouent ensemble comme ça donne naissance à ce genre de petit endroit absolument étonnant. Et parfois, ça peut prendre des dimensions impressionnantes. Ce que vous allez voir maintenant est un lieu de toute beauté qui a été voulu par l'homme. Ouvrez grand les yeux, direction Khao Sok. Un bijou vert émeraude, serti de montagnes et de forêts vierges. Le parc national de Khao Sok et son lac. C'est la plus vaste étendue d'eau douce de Thaïlande. Cette merveille, qui s'étend sur plus de 100 km, n'a pourtant rien de naturel. Son existence est due à la construction d'un barrage hydroélectrique qui inonda toute la région il y a plus de 30 ans, faisant disparaître des millions d'hectares de terre et des villages. Aujourd'hui, les habitants qui sont restés malgré le barrage vivent essentiellement du tourisme. C'est le nouvel Eldorado. Les Thaïlandais adorent l'eau douce. Ici, ils sont plutôt servis. Des hôtels flottants poussent comme des nénuphars un peu partout sur le lac. Cet endroit me plaît, car généralement, si on va dans les îles du Sud comme Koh Phi Phi ou Phuket, c'est envahi de touristes et c'est très agité. Ici, c'est très calme. On peut se ressourcer et se retrouver vraiment avec ses amis. Cette nature sauvage et ces paysages grandioses, un homme les connaît par cœur. Il s'appelle Roj. Cet ancien agriculteur a changé de vie après la construction du barrage. En quelques années, il est devenu le guide le plus estimé de toute la région. Ce matin, il embarque avec lui un petit groupe de futurs rangers pour une découverte des plus beaux sites de Khao Sok. Piloter un bateau, c'est mon deuxième métier. Aujourd'hui, je suis guide touristique. Je passe mon temps sur l'eau et dans la forêt pour faire découvrir cet écosystème fabuleux. Mes élèves sont des scientifiques, surtout des étrangers. Ces 3 stagiaires, eux, sont 100% thaïlandais. Ils sont nés dans la région après la construction du barrage. Là, je vous emmène faire un tour dont vous me direz des nouvelles. Vous allez voir, les paysages sont fantastiques. C'est bluffant, vraiment très très beau. Pas question de découvrir Khao Sok sans descendre à terre pour une petite leçon de botanique. Cette forêt humide est la plus ancienne du monde. On dénombre ici 3000 espèces d'arbres, des centaines d'oiseaux différents et presque autant de mammifères. Cet arbre, c'est le Takian Tang. Avec son bois, on construit des bateaux comme ceux qu'on utilise ici. On ne prend que ce bois parce qu'il est très résistant à l'eau.
Un bateau construit à partir de cet arbre peut durer plus de 10 ans. Tiens, il y en a un autre là-bas. La découverte de la forêt humide va durer 3 heures. 3 petites heures pour s'initier au plaisir et au danger de cette nature sauvage. Ça, c'est un champignon qui n'est pas comestible. Ne le goûte pas, il peut être mortel. Tu ne veux pas essayer? Même pas en rêve. Et maintenant, une eau bien fraîche dans un verre en bambou. Moi, je voudrais devenir guide pour que les visiteurs sachent découvrir et apprécier cet endroit sans déranger le milieu naturel. Un peu comme l'écotourisme chez vous. L'idée, c'est de venir admirer la nature, repartir sans l'avoir abîmée et garder sa beauté en mémoire. Juste comme un souvenir. Pour finir la visite, Roge a décidé d'offrir à ses stagiaires l'un des endroits qu'il préfère, les falaises de Quilin. Et voilà, on est à Quilin. C'est le site le plus joli du lac de Khao Sok. On le compare à la baie d'Along au Vietnam, mais ici, c'est plus grand. Les montagnes sont beaucoup plus hautes. Ces falaises font à peu près 400 mètres de hauteur. Et la profondeur du lac est de 80 mètres. Imaginez un peu. C'est beaucoup plus haut que la baie d'Along. C'est bien plus grand, bien plus joli aussi. Ici, on se sent proche de la nature, alors que sur les plages dans le sud, il y a du commerce partout. Quilin, c'est la nature à l'état brut. C'est magnifique. Quand on vient ici, on repart avec un sentiment de plénitude. C'est fantastique. Grâce à sa beauté exceptionnelle, Khao Sok est devenu un véritable trésor. Ceux qui y vivent en sont les gardiens, à eux d'en préserver l'avenir. Des lieux très préservés comme ça, il y en a encore beaucoup en Thaïlande. On pense souvent que la Thaïlande, c'est un pays très touristique, très fréquenté, où ça devient difficile de trouver un peu d'authenticité, mais c'est pas vrai. Il suffit de savoir s'éloigner un petit peu des endroits les plus courus, comme ici. On est à la frontière avec la Birmanie, en pleine montagne. Et là, je vous promets qu'on est complètement ailleurs. Ça, c'est un petit village Karen. Les Karen, c'est une ethnie qui vit dans les montagnes, entre autres de la culture du riz. On aperçoit un peu les rizières, là. Et on va aller les voir. Il y a une famille dans les champs, là. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est tout sec. Qu'est-ce que vous essayez de récolter? Des grillons. Ouais, des grillons. C'est marrant, tout le monde regarde, c'est comme une chasse au trésor. Ah, il y en a un. Vous êtes extraordinaire quand même pour trouver des grillons. Et il est plein de terre. Ah, mince.
Et là, il était quand même à bien 10-15 cm de profondeur. Comment vous savez qu'il y avait un grillon à cette profondeur? Et regarde, tu vois ce petit trou? Il y a un petit peu de terre par-dessus. Ça veut dire qu'il y a un grillon à l'intérieur. Tu vois? Il y a de la terre, donc il est dedans. Ah, d'accord, c'est la terre qui pousse derrière comme ça. Ah, ok. Et j'aime bien parce qu'il y a une petite ambiance familiale. Vous cherchez des grillons en famille comme ça, tout joyeusement. Mais on fait toujours tout en famille. Mais pourquoi vous attrapez des grillons? Pour les manger. Ah, c'est pour manger? Vous êtes sûr que c'est bon, ça? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Franchement, je suis sceptique parce qu'il n'y a pas de viande là-dessus, il n'y a rien. C'est que de l'aile, de la carapace et de la pâte piquante. Et si tu me crois pas, tu vas voir. On va mettre un peu de sel, du poivre, du piment, et on va faire revenir tout ça. Et puis tu vas aimer, je te garantis. Et vous savez bien faire ça? Vous aimez bien cuisiner ça? Oui. Je suis la championne pour cuisiner les grillons. Et qui vous a appris à cuisiner les grillons? C'est mon père et ma mère. Ça se transmet de génération en génération. Et celui-là, il a un peu dodu, non? Il va être bon, celui-là, non? Ah oui. Plus ils sont gros, plus ils sont bons. Ah bon? Vous réussissez à faire la différence de goût entre deux grillons? Ça dépend si c'est un petit illic ou un grand illic. Ils n'ont pas le même goût. Bon, on va faire une petite fricassée de petit illic? Oui, on va les préparer. Allez, hop. Vas-y. Tac. Là-dedans, c'est le repas de midi. Ils chantent pas, hein, ils sentent que c'est pas leur meilleure journée. Regardez ça. C'est beau partout, 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 c'est beau. C'est là qu'on va faire griller les grillons? Oui, viens. On va dans la cuisine. Ah, mais et vous les mettez dans l'eau? Oh, les pauvres bêtes. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les noyez? Mais non, ils savent nager. Et pourquoi vous les mettez dans l'eau? Il faut juste bien retirer la terre avant de les manger. Donc on les lave. Mais enfin, le lavage du grillon, c'est la mort du grillon, hein, visiblement, parce qu'il ne bouge plus. Ah si, il bouge encore. Oui, il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Tu vas voir, ça va être délicieux. Il suffit de bien assaisonner et de bien griller. Comme ça, tu peux manger et les pattes et les ailes. Il y a des petits moments dans une vie que vous ne vivez pas tous les jours. La petite poêlée de grillon en terrasse, avec vue sur les rizières. Pour se rassurer, on peut dire que ça a un petit côté poêlé de crevettes. Bon, toi, t'arrêtes pas de parler, moi je mange. Et vous enlevez les pattes? Ah oui. Tu peux enlever les pattes si tu veux. J'enlève les pattes. Oh, bah, c'est pas mal. Mais dis donc, c'est délicieux ça. Encore un petit. Mais c'est bon ça. Ah, mais c'est incroyable. On dirait une friture de petits poissons. Vous savez, une petite fricassée de tout petits poissons de la pêche du matin. Et c'est super bon. Tu vois, je te l'avais dit que c'était bon. Fais attention, chat. Non mais franchement, c'est une révélation. C'est super bon. Ah, les enfants. Ils aiment ça, les enfants? Vous aimez ça? T'aimes ça? Oui. Oui? Ça y est, il parle français. Mais pourquoi t'aimes ça? C'est comme des chips. Et pourquoi est-ce que les Karen restent comme ça dans la montagne, un peu à l'écart
du monde. Nous, les Karen, on aime bien vivre dans la montagne parce qu'on veut être proche de la nature. C'est notre culture. C'est notre savoir aussi. On sait comment survivre dans la montagne, quelles plantes manger. En ville, il faut gagner sa vie, et sans éducation, c'est pas facile. Mais bon, je te parle de ma génération. Les jeunes, ça y est, ce sont de vrais petits Thaïlandais. Ils partent en ville chercher du travail comme tout le monde. C'est qui les Karen? Comment on peut les décrire? Pour nous, ce qui compte, c'est l'entraide. Si tu n'aides pas, tu n'aimes pas. Si t'es pas impliqué, si tu prêtes pas d'argent à tes frères et sœurs, ça veut dire que t'aimes personne. Que tu peux rester tout seul. La solidarité, c'est très important. C'est ça, être Karen. En tout cas, c'est un super moment avec vous, là, autour de ces petits grillons. En grignotant mes derniers grillons, j'aperçois tout près du village Karen quelques éléphants. Mais cela est de plus en plus rare dans les campagnes. Aujourd'hui, il reste environ 4000 éléphants domestiques en Thaïlande, essentiellement réquisitionnés pour les spectacles, les balades, les treks pour les touristes. Et ce n'est pas forcément du goût de tout le monde. C'est le cas de Lek Shaivert, qui depuis plus de 20 ans sillonne les routes de Thaïlande pour essayer de réveiller les consciences. Ça, c'est ce que l'on appelle les camps de trekking. Il y en a 3 dans ce secteur, avec environ 200 éléphants. En haute saison, il peut y avoir beaucoup de monde, jusqu'à 5000 personnes dans la même journée. Pendant cette période, les animaux travaillent non-stop, surtout avec des touristes chinois. Pour lutter contre le trekking qui finit par casser le dos des pachydermes, Lek a créé le Elephant Nature Park. Caché dans une petite vallée près de Chiang Mai, c'est le plus grand refuge pour éléphants de tout le pays. Quand on la surprend le matin avec ses pensionnaires, avant l'ouverture du centre, on comprend vite pourquoi on la surnomme la maman des éléphants. Celle-là, c'est Fan Mai. C'est la première éléphante née en liberté ici. Et l'autre, c'est Kong Chiang. On l'a sauvée avec sa mère. Celle-là est très bavarde. Elle est tout le temps en train de parler. On peut l'entendre. Elle utilise les vibrations pour communiquer. Salut Kabou. Il te reste quelques bananes pour elle? Elle, c'est Kabou. Elle travaillait dans la forêt. Elle a eu un accident en débardant du bois. Elle s'est broyée la jambe. Elle travaillait encore il y a 2 mois quand on l'a récupérée. Quand elle est arrivée chez nous, on ne pouvait pas l'approcher. Elle donnait des coups de trompe pour exprimer sa colère. Aujourd'hui, vous regardez ses yeux et vous voyez qu'elle a complètement changé. Elle adore qu'on la dorlote. Et elle a compris qu'ici, il n'y a que de l'amour à recevoir. Dans ce lieu unique, tous les matins, les pachydermes se libèrent eux-mêmes de leur enclos, avec une seule contrainte, apprendre à être heureux. Aujourd'hui, on a 65 éléphants que l'on a secourus. La plupart étaient utilisés pour mendier dans la rue. D'autres venaient du secteur forestier, de l'industrie touristique ou même du cirque. On est allé les chercher aux 4 coins de la Thaïlande. 65 éléphants à faire vivre, ça n'est pas rien. Pour financer ces dépenses, le centre accueille chaque jour des milliers de visiteurs et aussi des bénévoles qui payent pour donner le bain aux éléphants et ramasser leurs déjections. Ici, il n'y a pas de trekking. Il est formellement interdit de monter sur les animaux.
Le travail qui est réalisé ici par Lek est incroyable. J'ai voulu y participer car je trouve cette expérience vraiment géniale. Je suis infirmière en Écosse. Je voulais faire quelque chose pour la vie sauvage sur la planète. Lek prend toujours soin de rester au contact de ceux qui viennent partager son aventure. La plupart de ces éléphants viennent de l'industrie forestière. Ils ont des blessures au niveau des oreilles. Elle est incroyable, complètement impliquée dans son truc. Il n'y en a pas deux comme elle. Quand on a lancé ce programme des bénévoles et qu'on m'a dit « Tu devrais faire payer les gens pour venir nous aider », moi j'ai répondu « Vous croyez ? Faire payer les gens pour qu'ils travaillent ? Mais en général, c'est l'inverse qui se produit. » Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que le monde est en train de changer. Les gens sont prêts à donner de l'argent et à donner d'eux-mêmes pour une bonne cause. Désolée, j'arrive trop tard pour vous aider. Allez, allez, continuez à éplucher vos bananes. C'est ici que l'on prépare la nourriture pour les éléphants qui n'ont plus de dents. Ça correspond chaque jour à 1,5 tonne de nourriture. Oh, ça c'est un peu humide. Théoriquement, on met ça en boule. Voilà, c'est ça. Ce sont les boules que l'on prépare pour les vieilles femelles. Celles qu'on appelle les grands-mères. C'est très bon pour la nutrition. Ce dont Lek est le plus fier, c'est le chemin qu'elle a parcouru avec les maouts. Maout, c'est le nom donné aux dresseurs d'éléphants en Thaïlande. Certains travaillent avec elle depuis le début de son aventure. Patty, cet homme-là, il travaillait dans l'industrie forestière et utilisait tout le temps ce que l'on appelle le hook. C'est un outil de dressage redoutable. Quand il est arrivé ici, je lui ai dit « Assieds-toi et laisse ton hook ». Il ne voulait pas. Il avait peur. Depuis, vous pouvez voir comment sa relation avec les éléphants est devenue harmonieuse. Avant, j'étais dresseur dans la région de Phuket. Et ça a duré plusieurs années. Je devais frapper mon éléphant pour qu'il travaille. Eh bien ici, il est heureux. Et moi aussi. Bien malgré elle, Lek est devenue une star internationale. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre soutien. Je m'appelle Lek, je suis la fondatrice du centre. Ça, c'est le résultat de 20 ans de travail. C'est beaucoup de boulot, mais c'était mon rêve. Et je suis vraiment heureuse de voir qu'il se réalise. Le combat de Lek n'est jamais terminé. Cette fois, c'est à l'autre bout du pays qu'elle va le poursuivre. « 250 éléphants qui envahissent une ville en quelques minutes. C'est le Surin Elephant Festival, le plus grand rassemblement d'éléphants de toute la Thaïlande, un rendez-vous annuel qui attire des milliers de spectateurs. Le festival commence toujours par un banquet géant offert aux pachydermes. Lek vient ici chaque année. Tous ces éléphants sont originaires de la province de Surin. Il en existe un bon millier dans la région. Mais généralement, ils ont été déplacés pour aller travailler dans d'autres provinces.
Ils reviennent spécialement des 4 coins du pays à l'occasion du festival. Ces éléphants n'ont rien à faire ici. C'est un environnement bruyant, surpeuplé et chaud. On peut vraiment se demander ce qu'ils font là. Pour moi, c'est la grande question. Si Lek vient ici tous les ans, c'est d'abord parce que ce festival lui permet de croiser des centaines d'éléphants et leurs maouts. Un lieu idéal pour allier de nouvelles personnes à sa cause. Ici, malgré l'atmosphère festive, on devine mieux la façon dont les maouts traitent leurs éléphants. Généralement, quand je viens, j'essaye de prendre quelques photos et j'observe. Ce que je vois en dit long sur les agissements et les attentes des touristes. Après, je vais parler avec les gens et j'essaye de commencer à modifier leur comportement. Vous croyez qu'en passant sous l'éléphant, ça vous portera chance? Ça dépend de ce que les gens pensent, mais nous, les Thaïlandais, on y croit. Et vous avez envie de passer dessous? Oui, mais ça fait peur. Faut le temps de s'y faire. Ces lycéennes veulent passer sous l'éléphant, car pour elles, ça porte chance. Mais je leur ai dit, si vous faites ça, c'est dangereux. Et ça dérange l'éléphant. Alors elles ont arrêté. Et dis-moi, toi, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a, ton éléphant? Il a pas l'air bien. C'est rien. Il a juste mal aux yeux. Il faut lui donner un médicament spécial pour les yeux. Moi, je vais te donner un traitement. Je sais exactement ce qu'il lui faut. Je n'aime pas leur façon de traiter les éléphants, surtout avec leurs crochets. Mais il faut petit à petit que je devienne amie avec eux. Je ne veux pas me battre contre eux. Si tu es en opposition avec les maouts, tu n'obtiendras jamais rien. Il vaut mieux être leur ami. Un monde à part. Les maouts sont loin d'être des enfants de cœur. Leur rapport avec les éléphants est souvent violent. C'est ici qu'ils s'installent avec leurs éléphants pendant le festival. C'est leur camp de base. Bonjour. Bonjour, ton chef est par là? J'aimerais bien le voir. Pour approcher les maouts, Lek n'est pas venu les mains vides. Attends, pour toi, c'est du XL. Toi, tu essayes d'abord le L. C'est bien pour moi, ça. Je porte toujours du L. Mais j'ai aussi du M, regarde. Moi, je l'aime bien, cette femme. Elle est généreuse et honnête. Elle m'a demandé de ne plus faire monter les touristes sur le dos de mes éléphants. Moi, je ne suis pas contre, mais je suis bien obligé de le faire parfois pour gagner un peu d'argent. Grâce au t-shirt, les maouts ont baissé la garde. Lek a le champ libre pour observer le comportement de leurs éléphants en coulisses. Ne vous approchez pas de celui-là, il est très énervé, ça se voit. Pourtant, demain, tout semblera normal. Et ces éléphants marcheront tranquillement parmi des milliers de personnes. Pour éviter tout risque d'accident durant les parades, les éléphants seraient drogués. Pas question de compromettre leur valeur marchande. Vous me croirez si vous voulez, mais il y a 10 ans, un éléphant comme celui-là coûtait 7 à 8 000 $ maximum.
Aujourd'hui, il vaut entre 70 et 80 000 $. En fait, avec les Jeux Olympiques de Pékin, les Chinois ont cherché à importer des tas d'éléphants de Birmanie via la Thaïlande. La Thaïlande est devenue fournisseur d'éléphants pour la Chine et les prix ont explosé. Le lendemain, devant 8000 spectateurs, le festival de Surin s'achève en apothéose. Tous les éléphants sont réquisitionnés pour un grand show, mêlant reconstitution historique, folklore et business. Les éléphants en Thaïlande constituent un symbole fort. Ils font partie de l'histoire du pays. Mais on ne devrait pas les utiliser de cette façon. C'est irrespectueux pour eux. Le clou du spectacle, c'est un match de football entre pachydermes. Succès garanti, mais pas pour tout le monde. Voir des éléphants qui jouent au foot, c'est pathétique. S'ils avaient le choix, ils ne seraient pas là, mais dans la jungle. Sur le chemin du retour, Lek a un rendez-vous. Elle doit retrouver un paysan dans un camp de trekking. L'homme est propriétaire d'un éléphant qu'il laisse en pension ici. Son animal promène des touristes sur son dos 12 heures par jour. C'est l'aboutissement de 2 ans de négociations. Le paysan a fini par accepter de ramener son animal dans son village d'origine et lui rendre sa liberté. C'est elle la femelle que je veux libérer. Ah oui. Ah, oui, je la reconnais. Il faudra que tu la ramènes au village en marchant. J'espère que ça ira. Oui, ça devrait aller. Pour le persuader, il a fallu lui montrer qu'il pouvait gagner plus d'argent. Ici, on lui donne 500 € pour louer son animal. Mais nous, on va lui amener des visiteurs chez lui et il va pouvoir gagner 3 fois plus. Trois semaines ont passé. L'heure du voyage vers la liberté est enfin arrivée. Quelque part dans les montagnes du nord de la Thaïlande, au cœur du territoire Karen, Monsieur Boulson et Mei Bung, son éléphante, sont sur le point d'arriver. Je suis mort de fatigue. Ça fait 4 jours qu'on marche dans la forêt. On n'a presque rien mangé. On est affamé. Les Karen ont toujours vécu avec des éléphants. Au village, l'annonce du retour du premier d'entre eux est un événement. Lek a fait le déplacement. Eh, c'est Boulson qui arrive. Bonjour, comment ça va? Viens là, toi. Viens me voir. Viens, ma belle. Pas trop dur sur la route? Ouvre la bouche, toi. Venez, donnez-moi la main, n'ayez pas peur, je suis avec vous. On va aller la caresser. Tenez, tenez, prenez le morceau de canne à sucre et donnez-lui. N'ayez pas peur. Allez-y, allez-y. Approchez-vous. Allez.
Ils sont impressionnés car ils ont perdu le contact depuis longtemps. Les éléphants ont quitté les villages dans les années 80 pour aller dans les camps de trekking. Alors aujourd'hui, la nouvelle génération, et même les anciens, les voient comme des animaux géants. Venez, venez le caresser. Vous vous souvenez quand même? Je suis vraiment heureuse de voir cet éléphant revenir sur ces terres. Dans quelques jours, les premiers visiteurs viendront marcher dans la jungle, aux côtés de Meibung. En attendant, l'éléphante va pouvoir retrouver les saveurs de la liberté. C'est sa maison ici. J'espère qu'elle sera heureuse et qu'elle aimera sa nouvelle vie. Plus de chaînes, plus de crochets, plus de contraintes. Seulement la liberté. Je suis vraiment heureuse pour elle. Petit matin sur les routes de Thaïlande et un petit moment comme je les aime. Je suis tombé sur un chauffeur de taxi très bavard et très branché religion. Son sujet de prédilection, la réincarnation et le karma. Qu'est-ce que c'est pour vous exactement le karma? Le karma, c'est la somme de tes actions, de cette vie et des autres vies que tu as eues avant. Il y a du bon et du mauvais karma. Et ça te colle à la peau, dans ta vie actuelle. Si tu as fait du mal à tes proches, ton mari, ta femme, ou à tes enfants, dans une vie antérieure, tu risques dans ta vie d'aujourd'hui de ne pas avoir de chance. Tu pourrais avoir des accidents, par exemple. Le mal te poursuivra partout. Mais est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser un peu de ce mauvais karma pendant sa vie, avant de mourir? Oui. Il y a une vieille croyance lana qui dit qu'on peut mourir et renaître avec un nouveau karma. On va mourir pour nettoyer son karma? Attends, je t'amène au temple, tu vas voir. C'est le temple Lana dont je te parlais tout à l'heure, où les gens peuvent venir pour mourir puis renaître. Oui, pour se débarrasser de leur mauvais karma. Bonjour, vous venez mourir là? Oui, c'est une vieille croyance des Thaïlandais. On peut venir ici pour mourir et renaître. Mais ça a l'air de vous rendre joyeuse de venir mourir. Oui, parce que ça me permet d'être plus heureuse et plus réfléchie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le bruit du gong. C'est le gong des morts. C'est effrayant. Est-ce que c'est vous donc l'exécuteur? Vous allez faire mourir ces gens? Oui, c'est moi l'exécutant. Techniquement, comment vous faites pour les tuer? On suit le rituel bouddhiste de la mort en les recouvrant d'un linceul. Ils se joignent les mains, les pieds et ils restent immobiles.
comme des cadavres dans un cercueil. Ah, d'accord. Et eux, ils ont des choses terribles à se faire pardonner ou pas? Vous pouvez aller leur demander. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez à vous faire pardonner? Vous avez un mauvais karma à évacuer? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas tout vous dire là maintenant, mais je veux être heureux. Donc éventuellement, s'il y a des mauvaises choses qui traînent, hop, ça évacue. C'est le moment. La mort, tout en douceur, sous un drap blanc. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma. Vatinkayo pattho viññapese sutto peta viññano nirathang vakarinkarangacidang vakarinkarang. ลุกขึ้นครับอยู่ดีมีสุข Voilà, c'est fait. Ils renaissent, mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Je découvre que la tête de chaque fidèle est maintenant reliée aux mains du prêtre par un fil. Donc en fait, ils sont morts sous le drap, et là, ils renvoient un nouveau logiciel pour leur nouvelle vie. Oui, c'est un peu ça. Tu as vu, ils étaient sous le drap. Ils étaient tous morts. Ils sont maintenant ressuscités et ce sont des nouvelles personnes. Leur mauvais karma a disparu. Maintenant, ils reçoivent la bénédiction du moine au travers de la ficelle, pour un nouveau départ. Et alors ça marche pour tout, même si on a fait un crime atroce? Si tu as commis un crime atroce, cette cérémonie ne peut pas t'aider. Quand tu commets un crime de ce genre, le mauvais karma te poursuit pendant plusieurs vies. Donc même si tu meurs, tu ne seras pas débarrassé de ton mauvais karma dans tes vies futures. Comment vous vous sentez maintenant avec cette nouvelle énergie? Soulagée, heureuse, comme si on m'avait donné une nouvelle vie. Mais comment ça se traduit physiquement? Toutes mes émotions négatives, le stress, les soucis ont disparu. Je me sens légère. Et alors, est-ce que je peux savoir ce que vous avez éliminé de votre ancienne vie? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal avant, mais je veux retrouver la paix dans mon cœur. Et je crois qu'on a un peu de ça dans toutes les religions, non? Vous pensez que de pardonner aux autres, ça soulage. Nous, on pense qu'il faut se pardonner d'abord à soi-même. Ah, c'est pas mal, ça, se pardonner soi-même. J'aime bien. Ok, merci. J'espère que ça vous protégera. J'ai jamais vu des gens aller mourir aussi joyeusement. Voilà, ça recommence. C'est comme ça toute la journée. Alors, les moyens de se laver, de se libérer de quelque chose, en Thaïlande, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cérémonies un petit peu de toutes sortes dans tout le pays. Alors là, c'était une cérémonie plutôt intime. On peut le faire aussi d'une autre façon, sous la forme d'un immense lâcher de lanterne. Alors, dit comme ça vous raconte sans doute pas grand-chose. Et pourtant, c'est une des plus belles fêtes de Thaïlande. Ça se passe pas très loin d'ici,
À Chiang Mai, c'est là-bas que c'est le plus féerique. C'est un parfum à la fois magique et spirituel qui plane sur la ville ce soir-là. Moi, je viens du Japon. Nous d'Allemagne. Moi, je viens du Texas, aux États-Unis. Je viens de Shanghai, en Chine. Et moi, d'Australie. Ils viennent du monde entier pour célébrer ici le Loy Krathong, une fête unique en son genre qui se déroule dans cette cité surnommée la perle du royaume de Lana. Dans quelques jours, Chiang Mai va devenir le centre spirituel de la Thaïlande. Ce bijou architectural qui surplombe la ville, c'est le monastère du Doi Suthep, un lieu emblématique, fréquenté dès l'aube par des milliers de visiteurs. Recueillement, ferveur et sérénité, le Doi Suthep, c'est le cœur bouddhiste de Chiang Mai. À l'occasion de la fête du Loy Krathong, qui va débuter dans la plus pure tradition bouddhiste, que le sacré me protège et que mes affaires prospèrent cette année et aussi dans les années à venir. En période de fête, même ceux qui travaillent beaucoup comme Am, chauffeur de tuk-tuk, trouvent le temps de venir se recueillir devant le Bouddha d'émeraude. En ce moment, le Doi Suthep est très animé, les visiteurs sont émerveillés. Et moi, je suis fier de cette image qu'offre mon pays. Il faut dire que cet endroit est tout simplement fabuleux. Pas le temps de philosopher. Avec le Loy Krathong, Am est un peu débordé. Pour lui, les jours qui précèdent la fête sont les plus intenses et les plus prospères de l'année. Direction le cœur bouillonnant de Chiang Mai. Première étape, le marché de gros. Là, une drôle de cargaison attend notre chauffeur de tuk-tuk. Et à combien vous les faites? C'est 120 bahts. 120? Oui, oui. Vous me les faites à 110? Ah non, pas question. Non mais c'est cher. Oui, mais c'est la fête, alors c'est cher. Ça va plutôt bien pour vous. Oui, faut pas se plaindre. Cette cargaison si précieuse, ce sont des feuilles de bananier. Am doit les livrer un peu plus loin au marché aux fleurs. Je vous les pose où? Pose-les là, devant. Tu peux les laisser là, juste à mes pieds. Ok, parfait. C'est dur en ce moment. Ça fait 3 jours que je dors devant ma boutique. Le Loy Krathong, c'est une cérémonie, mais c'est aussi un objet décoratif qui donne un sens particulier à l'événement. Krathong signifie objet flottant. Pour la fête, on en fabrique des milliers. Habillés de feuilles de bananier, ces petits bouquets sont vendus par les fleuristes et les étudiants qui envahissent les trottoirs pour l'occasion. Chacun y va de son savoir-faire et de sa touche personnelle. Que c'est beau! Certains Krathong sont de véritables œuvres d'art. C'est à vendre? Combien vous le vendez? Ça, environ 1000 bahts. C'est une fortune. Ça dépend des tailles aussi. Ah oui, bien sûr. Le socle est en polystyrène, mais la décoration est en feuilles de bananier. Là aussi. Et j'ai mis aussi un peu de ruban pour la couleur. Vous venez tous les ans? Oui, je viens vendre tous les ans ici. En fait, nous sommes une association. Ae et sa cousine Belle sont des filles modernes, mais qui respectent, comme tout le monde, la tradition du Krathong.
Il est magnifique, mais moi je ne saurais pas fabriquer un truc comme ça. Ça a l'air tellement difficile. Le pliage des feuilles, la décoration, très difficile vraiment. À 24 heures du début du Loy Krathong, l'activité sur Chiang Mai se fait plus intense. La ville change de rythme. Il faut faire face à l'arrivée de milliers de visiteurs. Chez Jen Kitchen, un restaurant du centre historique, c'est le coup de feu. Ici, la clientèle est occidentale, la patronne thaïlandaise et l'esprit universel. Hé, t'as réussi à le faire, bravo! Avec le Loy Krathong qui approche, le restaurant de Jane ne désemplit pas. La jeune femme doit gérer à la fois les commandes et le personnel, tout en restant zen. Tu cherches quoi? Une boîte pour ça. Celle-là, ça va pas aller. Il t'en faut une plus longue. Les gens de Chiang Mai sont relax. C'est pour ça que je peux me permettre d'être à fond. Le reste du temps, le rythme est plus cool ici. Après avoir vécu à New York plusieurs années, Jane est revenue ici, dans sa ville natale, pour y retrouver la spiritualité. À Chiang Mai, on dénombre plus de 300 temples et pagodes bouddhistes, la plupart couverts de feuilles d'or. Leur rénovation permanente est extrêmement coûteuse. Elle est rendue possible grâce aux dons des particuliers. Il y a 700 ans, Chiang Mai était la capitale du royaume de Lana. Elle a traversé d'innombrables guerres entre différentes tribus. Mais chaque fois qu'une guerre commençait, les combattants promettaient à Bouddha de construire une pagode ou un temple s'il rentrait vivant. C'est pour ça qu'on a plus de 300 temples. Grâce aux guerres, on a hérité de toutes ces merveilles. Nous retrouvons Ae, la jeune fille croisée au marché aux fleurs. Elle rentre chez elle, dans la campagne qui entoure Chiang Mai. Ses parents l'attendent pour fabriquer avec elle leur propre krathong. Hé, tu me l'as défait. Le petit, c'est le mien. Comme ça. Tu dois faire 2 étages. 2 étages comme ça. Oui. Après avoir décoré le krathong avec les fleurs, on va y placer une bougie et les bâtonnets d'encens. On les allumera avant de les faire flotter sur l'eau. Le Loy Krathong est lié au mal que nous avons fait subir aux rivières et aux cours d'eau. La fête est l'occasion de demander pardon. Le malheur qui pèse sur chacun d'entre nous s'en va aussi au fil de l'eau. Ceux qui ont le temps les fabriquent eux-mêmes. Pour les autres... Ils les achètent où ils veulent. Oui, ils peuvent les acheter partout. Ça coûte cher d'acheter des kratong dans le commerce. Mais puisque le jour de la fête est un jour férié et qu'on a du temps, je pense qu'il vaut mieux en profiter pour les fabriquer chez soi. C'est beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est bien comme ça, car ça nous permet de se retrouver, d'être en famille. Ça y est. Notre krathong est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre à l'eau. Ce soir, Chiang Mai entrera dans le 12e mois lunaire. C'est la pleine lune, le point de départ des célébrations. La ville est en pleine effervescence. Am, le chauffeur de tuk-tuk, n'a plus une minute de libre. Il y a des bouchons partout, mais c'est pas grave, c'est la plus belle journée de l'année, alors ça va.
La nuit tombe sur Chiang Mai. Les festivités du Loy Krathong vont enfin commencer. Pour ce premier soir, les berges de la rivière Ping sont envahies par une foule calme et sereine. Des milliers de bouquets vont être déposés sur l'eau, avec autant de vœux et de pensées positives. Ae et sa famille sont aussi au rendez-vous. Les enfants, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour demander pardon à la déesse Ganga. Que tout ce qu'il y a de négatif en nous disparaisse dans les flots avec ce Krathong. Ce soir, des milliers de lumières planent sur la ville. Au temple de l'Anna Katina, Ae et sa cousine vont maintenant assister au Yipeng, une autre forme d'expression du Loy Krathong. Le Loy Krathong et le Yipeng sont proches, mais ce n'est pas exactement la même chose. Avec le Loy Krathong, tu le sais, on demande pardon à la déesse Ganga. C'est une pénitence. Alors qu'ici, on va lâcher des lanternes. C'est plus léger, plus positif. Chacun fait des vœux avec l'espoir de les réaliser. Les deux jeunes filles font partie des quelques milliers de privilégiés qui ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du temple. C'est un lieu magnifique. Tout est très beau ici. C'est le seul endroit de Chiang Mai où l'on organise un tel événement. Je suis vraiment impatiente de lancer ma lanterne. C'est la première fois que je fais ça. Attendez que la fumée monte. On y est presque. Il faut attendre que ça noircisse. Jusqu'à ce que la lanterne soit totalement gonflée? Tenez-la jusqu'au moment où vous sentez qu'elle va partir. C'est beau! C'est magnifique. J'étais excitée. Tu sais ce qu'on a oublié? Quoi? Faire un vœu! Peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir été là. Ce soir, ce sont plus de 4000 lanternes porteuses d'espoir qui se sont envolées dans le ciel de Chiang Mai. C'est la fin de ce voyage en Thaïlande. Et avant de se quitter, je voulais vous offrir un petit bonus. Une autre fête des Lumières, mais une fête qui aurait lieu tous les jours. Les lumières de la ville qui ne s'endort jamais. Bangkok. C'est pas mal, non? À très vite, sur d'autres routes.